Donc c'est la partie 2, c'est la description des blocs du membre supérieur. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le bloc du nerf axillaire. Alors ça, c'est vraiment un nerf qui est facile comme tout à faire. Donc il est responsable essentiellement de l'innervation du deltoïde. Alors, il s'occupe aussi du petit rond. Le deltoïde, il entraîne une déformation en abduction de l'avant-bras. C'est pas la déformation qu'on voit le plus fréquemment chez nos patients, en particulier les patients hémiplégiques. Et c'est vrai que de temps en temps, on est amené à se poser la question de l'hypertonie deltoïde. Alors c'est un bloc qui est facile à faire parce que c'est accessible. Le patient, on a toujours accès à cette zone, hein, ça ne fait pas partie des zones qui sont enfouies étant donné la déformation orthopédique des patients. C'est un gros tronc nerveux, vous voyez, il est juste là. Et on a un repère osseux parce qu'on a le col dit chirurgical de l'humérus. Il cravate le col chirurgical de l'humérus. Donc quand vous piquez derrière et que vous allez taper dans l'humérus, donc vous êtes en dessous de votre moignon d'épaule, hein, vous descendez, vous allez taper dans le col de l'humérus, bah, vous êtes arrivé, vous êtes au bon endroit. Donc vous pouvez faire un peu d'échographie, on le voit bien. Vous avez un repère osseux, vous avez l'échographie plus la stimulation, et c'est vrai que c'est pas très compliqué. Donc, vous voyez, vous passez par derrière, on est au contact, on voit la contraction du deltoïde, et on injecte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un bloc qui est facile à réaliser, pas très douloureux pour le patient, on ne cherche pas trop longtemps, on peut toujours bien s'installer. Voilà, c'est juste sur les indications. Les indications, on n'a pas 12 000 indications. On en a une qui est assez fréquente chez l'enfant, c'est l'enfant qui est en chandelier, donc en abduction, rotation médiale des deux épaules. Ça peut arriver souvent, mais en pratique, à part le deltoïde, on ne voit pas bien qui ça peut être. Donc c'est pas sur l'étiologie, c'est plus sur comment le patient va se sentir une fois qu'il est plus en chandelier. Et une autre indication, moi je le fais de plus en plus, c'est sur les épaules douloureuses de l'hémiplégique. Donc l'épaule douloureuse, moi j'y comprends rien. Ils ont mal à l'épaule, nos patients hémiplégiques. Ils ont tellement de bonnes raisons d'avoir mal à l'épaule que des fois j'ai besoin d'avoir d'autres outils pour me faire avancer. Et un de ces outils, c'est le bloc du nerf axillaire, parce que l'hypertonie du deltoïde est en soi un élément douloureux, hein. Et l'autre chose, mais là, j'y connais rien, je suis pas médecin du sport, mais il y a la bourse sous-acromiale qui est là, le deltoïde qui coiffe la bourse sous-acromiale. Donc on imagine bien que quand il y a une hypertonie du deltoïde, donc une ascension de l'humérus, bah, ça fait quick à cet endroit-là. Et souvent, on a des patients qui ont des pathologies de la bourse sous-acromiale. Euh, je pense en partie dû à ça. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir soulagé des personnes en faisant des blocs du deltoïde. Donc, je me suis dit, bah voilà, si jamais j'arrive à bien taper sur la tête de mon deltoïde, les patients, ils auront moins mal à l'épaule. Donc, en résumé, sur le bloc du nerf axillaire, il est facile. C'est un bon bloc pour commencer. La seule chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup de muscles qui peuvent expliquer, enfin, qui pourraient, euh, qu'on peut challenger. C'est-à-dire qu'on sait toujours quand les patients ils sont en chandelier, par le deltoïde, ça peut pas être grand monde. Un autre bloc qui lui est un peu plus compliqué, mais qui a l'énorme avantage de pouvoir faire, on peut faire de la lidocaïne et une alcoolisation, c'est l'anse des pectoraux, donc le nerf pectoral latéral. Donc pour le repérer, on prend notre processus coracoïde, deux travers de doigts en dessous, deux travers de doigts en intérieur, et on tombe sur une zone. Alors il faut bien imaginer que nos patients, ils ont généralement le moignon d'épaule qui est complètement projeté en avant, donc ce repère anatomique, il est un peu biaisé. En tout cas, dans la vraie vie, c'est là où il se repère. On n'a pas de repère osseux, hein, il est plein de masse musculaire, il se faufile entre le petit et le grand pectoral. Pas simple à attraper, mais il existe et il a l'énorme avantage de pouvoir s'alcooliser parce qu'il est nerf moteur pur. Donc sur un nerf moteur pur qui n'est pas un nerf mixte, on n'a pas de crainte d'avoir de douleurs neuropathiques. Donc on peut les mettre du phénolglycériné au contact. Donc c'est une préparation magistrale qui est faite. C'est la pharmacie de la PHP qui est capable d'en récupérer, qui en récupère assez facilement, hein, ça coûte pas très cher. Et donc on injecte du phénolglycériné sur ce rameau nerveux, et donc on va bloquer bah, le grand pectoral. Donc c'est quand même intéressant, parce que c'est un muscle qui nous embête souvent, et chez nos patients en état de conscience minimale, où on a tellement de muscles à traiter, on voudrait bien garder de la toxine pour autre chose, mais on peut faire les deux anses des pectoraux en alcoolisation et les mettre à plat. L'autre intérêt en bloc, ça peut être parfois quand on hésite entre le grand rond et le grand pectoral sur celui qui est le plus adducteur. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on le fait, c'est qu'on est en train de l'alcooliser, ce nerf-là. Et donc voilà, donc dans ces intérêts, dans l'adductum d'épaule qu'on veut soulager et on veut économiser de la toxine, on a l'alcoolisation. La limite, elle reste technique. C'est pas un nerf qui est facile à attraper.
Si jamais on fait les doses de toxines qu'on peut faire par muscle. Donc ça, c'est à chaque fois on me disait mais à propos, si jamais on trouve que c'est hypertonique, vous voyez quoi comme dose? Donc là, j'ai fait un petit tableau. Ça, c'est à vue de nez. Donc on a avec David Gasque publié récemment un article sur vu le volume musculaire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme dose de toxine. Donc ça, c'est assez proche de ce concept-là. Et c'est pour vous dire que globalement, les muscles qui sont au niveau de l'épaule, entre 2 et 300, on est toujours pas mal. Voilà. C'est-à-dire que quand on se balade, on peut pas être à moins de 200, les muscles qui sont autour de l'épaule. Et quand on est entre 2 et 300, on est plutôt pas mal. C'est vrai que quand on est sur le triceps, qui est le plus gros muscle de l'épaule, quand on prend l'épaule en général, c'est un énorme muscle, le triceps. Parfois, on est amené à faire jusqu'à 400. Toujours au niveau du membre supérieur, un autre bloc moteur qu'on fait très souvent, c'est le musculo-cutané. Et on le fait très souvent aussi parce que lui, on a un peu le droit de l'alcooliser. On a un peu le droit, parce qu'il a quand même une petite raquette sensitive au niveau de la face médiale du coude. Mais c'est tout petit et pour avoir alcoolisé plein de muscles cutanés, jamais aucun patient s'en est plaint par la suite. Donc c'est pas un moteur pur complètement, mais il a grande prédominance motrice et il s'occupe, donc le nerf musculo-cutané, en particulier du brachial et du biceps brachial. Donc ce sont des muscles qui nous embêtent souvent. Voilà. La flexion de coude, elle est dure à analyser parce qu'on a ces muscles qui sont les fléchisseurs directs comme le brachial, le brachioradial, le brachioradial et le biceps brachial, et puis tous les épicondyliens médiaux qui sont des fléchisseurs accessoires, et en particulier le rond pronateur qui est un énorme fléchisseur de coude. Vous faites de la pronation, vous faites de la flexion de coude. Et donc nos patients, quand on les toxine au niveau des fléchisseurs de coude, bah souvent, c'est pas foufou comme résultat. Et donc on a envie de savoir à quel point les fléchisseurs de coude sont en lien ou pas avec la déformation, donc les fléchisseurs directs que sont le brachial et le biceps, et surtout savoir s'ils sont hypoélastiques ou pas. C'est-à-dire que si finalement on garde un flexum parce qu'on a perdu de l'élasticité sur ces muscles, ça sert à rien de s'acharner à monter les doses de toxines. Donc le musculocutané, il est aussi intéressant, et là c'est en niveau 2 de bloc moteur. Donc la première fois quand on commence à le faire, on le fait assez proximal ici, mais vous voyez qu'il est joli parce qu'il envoie 2 petites branchounettes au biceps, et puis il continue son chemin, il envoie sa branche au brachial. Et donc, si vous le bloquez là, vous bloquez les 3, c'est-à-dire les 2 biceps, le brachial. Si vous vous mettez plus distal, bah, finalement, vous épargnez les 2 branches du biceps. Et si vous épargnez les 2 branches du biceps, vous ne bloquez que le brachial. Et donc, vous pouvez vous dire, bah, tiens, quand je bloque que mon brachial, j'ai une très bonne efficacité, donc je peux arrêter de faire le biceps en même temps que le brachial. Donc là, à gauche, vous voyez que vous avez une zone assez proximale, donc très globale, c'est-à-dire je vais essayer de bloquer tout, et vous voyez que la réponse motrice, elle est assez violente, hein, assez forte au niveau de la flexion. Vous voyez que là, on passe sur le médian ulnaire, donc vous avez une flexion de poignet au décours. Là, on se met plus distal, donc on essaie de n'avoir que le brachial. J'ai une flexion qui est moins franche et j'ai une contraction qu'on ne peut pas palper, hein, mais qui serait plus là. Et vous voyez que votre biceps qui est ici, il ne bouge pas du tout. Quand vous mettez par là et que vous regardez cette vidéo-là, vous voyez que vous avez le sentiment que ça se contracte là. Vous voyez que le voussure de votre biceps est en train de se contracter. Donc, mes 2 repères, un proximal, j'ai en tronc complet, un peu plus distal, je vais faire du sélectif. J'injecte ma lidocaïne entre 3 et 5 cc pour bien mettre tout le monde à plat. Et je regarde 10 minutes après ce que ça donne. Souvent, nos patients, ils sont en adductum, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les installer comme ça avec l'épaule aussi dégagée. Donc, il n'est pas impossible de passer par devant, hein. C'est-à-dire qu'on a le droit de passer, en antérieur, c'est-à-dire, vous prenez, votre humérus à 90°, vous allez piquer par devant. On farfouille un tout petit peu plus parce qu'on est obligé de ressortir, de rentrer l'aiguille si on n'est pas bien positionné. On a le droit de passer par devant pour l'attraper. Beaucoup plus simple, le repère il est plus simple ici, hein, vraiment on palpe très bien la zone de séparation entre votre biceps qui est superficielle et la zone du brachial. Votre muscle cutané est en train de se faufiler entre les 2. Donc vous piquez dans ce creux-là que vous montre, c'est Philippe Donor qui est là. Le creux qui est juste ici, et c'est réussi. Donc c'est un chouette bloc à faire. Pas très compliqué, on prend un peu le temps de s'installer. Plus compliqué que le nerf axillaire, hein, mais pas trop compliqué. Et puis possibilité d'alcoolisation, donc possibilité d'économiser de la toxine pour d'autres muscles. Le nerf radial, donc là on est sur la face interne du bras, hein, donc on est en train de regarder le bras par l'intérieur, on a l'artère humérale qui se balade par là. Et donc le nerf radial, il va s'occuper, alors en proximal du triceps brachial,
Et en distal, et c'est ça qui nous intéresse, il va s'occuper plutôt, des extenseurs du poignet. Parce que souvent, on peut être embêté par les extenseurs du poignet. Donc le nerf radial, pardon, on est en externe, excusez-moi, on est en vue externe de l'avant-bras, hein, pardon. Donc vous voyez, il est en train de passer ici. Après, il va donner, ses branches pour les extenseurs radiaux du carpe, il va continuer à avancer. C'est un nerf qu'on peut être amené à faire quand on a des déformations en extension de poignet, qu'on se pose plein de questions sur l'extension de poignet. Moi, je vous avouerai que c'est pas un nerf que je fais très souvent. La seule fois où j'ai envie de le faire, c'est plus proximal quand on est, sur l'hyperextension, enfin, le l'extension d'épaule, donc l'humérus qui part en arrière et on se pose des questions entre, le deltoïde postérieur, le grand rond, et le triceps brachial, qui sont 3 gros muscles qui emmènent l'humérus vers l'arrière. Mais il est vraiment pas simple à bloquer en proximal. Il y a plein de ramifications nerveuses. Moi, j'ai jamais mis à plat. Toujours très embêté par ce nerf-là et très déçu quand j'essaie de le bloquer. Et en distal, ça peut être éventuellement pour les extenseurs radiaux du carpe. On peut être amené à le faire plus en neuro-ortho qu'en toxine. Sur les doses, en flexion, donc quand on est en proximal, 100-200, on est toujours bien. Donc épaule 200-300, en proximal, 100-200, on est plutôt bien. Si on a un bloc qui est efficace, qu'on se dit qu'on veut aller faire de la toxine, on peut faire 100 à 200 unités sans aucun souci. Alors celui-là, donc on est en vue médiale. Donc là, je ne me trompe pas, vous avez votre artère humérale qui passe là, vous avez votre nerf médian qui est en train de se faufiler, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il part, il est plutôt médial par rapport au corps, donc latéral par rapport au bras, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur du bras, puis pouf, il va passer au milieu de votre bras pour après se faufiler entre les deux chefs du rond pronateur, donc ici. Quand vous l'avez, au-dessus de l'épicondyle médial, il est en train de partir, de se médialiser. Donc le repère, c'est de se mettre 3 travers de doigts au-dessus, en amont, de l'épicondyle médial et de piquer à 90° par rapport au plan du bras et d'aller tout droit et d'essayer de farfouiller donc dans cette zone-là, vous voyez que c'est lui, le nerf médian, de farfouiller dans cette zone-là, bah, où il se situe. Donc le, nerf médian, il innerve le rond pronateur, le flexeur radial du carpe et les fléchisseurs des doigts, et en particulier la moitié des fléchisseurs profonds des doigts. Donc il innerve une grosse moitié, de la loge, antérieure de l'avant-bras. Donc c'est un nerf qui est intéressant à bloquer si on le fait en même temps que le nerf ulnaire. Parce que souvent, on a nos patients qui sont en flexion de doigt, flexion de poignet, pronation. On a envie de savoir ce qui se passe dans cet avant-bras. Et donc c'est jamais un nerf qu'on va faire seul, c'est un nerf qu'on va faire en médio-ulnaire. Donc on fait d'abord le médian ici, vous piquez ici. Et après, par la même voie de ponction, même point de ponction, si jamais vous, orientez votre aiguille en visant l'épicondyle médial, vous pouvez l'attraper par là, votre nerf ulnaire. Donc vous êtes piqué là pour avoir votre nerf médian et après vous orientez la pointe de votre aiguille vers le bas, vers l'arrière du patient et vous pouvez attraper votre nerf ulnaire avant qu'il passe dans dans la gouttière de l'épicondyle médial. C'est le nerf qu'on sent, hein, quand on palpe son épicondyle médial, on sent un petit truc qui roule, c'est le nerf ulnaire. Et donc, si vous êtes un peu au-dessus de votre coude, l'esprit, c'est de se dire: «Je vais viser le nerf avant qu'il passe dans la gouttière». Si vous n'arrivez pas à l'avoir sur un même point de ponction, vous pouvez l'avoir directement dans la gouttière. Alors pas comme sur le schéma, parce que ça vous ferait hurler votre patient, c'est-à-dire vous piquez directement dans la gouttière, là où ça fait mal quand vous tapez. Donc imaginez si vous mettiez une aiguille. Donc on se met un peu distal, on se met par là, on passe la peau, on met la stimulation en route et on avance tout doucement vers ce creux osseux et vous allez forcément tomber sur votre nerf ulnaire. Donc vraiment, il est facile. Le point de ponction du nerf médian, il est pas simple, surtout chez les gens qui sont un peu dodus. Par cette voie-là, il est archi simple parce que vous passez votre peau, voilà, un peu distale. Après, vous savez, le relief osseux, on le palpe toujours, donc on palpe au doigt, hein, le nerf ulnaire et vous vous orientez tranquillement, vous avancez vers votre nerf ulnaire pour l'injecter. Donc lui, il s'occupe fléchisseur ulnaire du carpe, puis l'autre moitié des fléchisseurs profonds des doigts. Et donc là, si vous faites les 2, vous mettez à plat votre avant-bras et Dieu sait que c'est intéressant pour nos patients. Donc là, je vous montre un nerf ulnaire au poignet, excusez-moi, un nerf, médian au coude. Donc vous voyez qu'on est à 90°. Tac, je fais une petite pause. Donc on est à 90°, on va piquer, on va avancer et notre nerf ulnaire, il est en train de se projeter petit à petit vers le milieu de l'avant-bras. Enfin, le milieu du bras pour aller après vers le milieu de l'avant-bras. Donc on l'attrape ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde en distal ce qui est en train de se contracter. Et donc en distal, on voit que là,
on a du fléchisseur du carpe, donc on se dit: «Waouh, je suis pas mal». Là, on a un peu de fléchisseur ulnaire du carpe, donc on se dit: je bave un petit peu». Puis là, on a un super rond pronateur, donc on se dit: «Je suis plutôt bien». Donc là, médian, et là, je commence à voir mes doigts, donc là, on est plutôt heureux. On continue à avancer, vous voyez qu'on a des doigts, du carpe, du rond pronateur. Là, on se dit: «C'est bingo, j'ai tout mon nerf médian et donc je vais pouvoir injecter mon nerf médian». Donc vraiment, c'est cette avance étape par étape, et vous voyez que là, on a réorienté l'aiguille vers le bas pour attraper le nerf ulnaire, donc il va passer là et après il va passer dans le creux qui est là, donc dans la gouttière de l'épicondyle médial, pour se projeter dans l'avant-bras et très latéral, enfin très médial par rapport au corps et très latéral par rapport au bras, au niveau de votre avant-bras. Donc on a réorienté l'aiguille, donc on était tout droit, on réoriente l'aiguille, on descend et on avance. Et donc là, hop, on retrouve un peu de flexion de doigts et surtout on trouve notre fléchisseur ulnaire du carpe. Et là, on est hyper heureux parce qu'on sait que le fléchisseur ulnaire du carpe, c'est un nerf qui est sous la dépendance du nerf ulnaire. Donc ce qui nous permet de bien faire la différence entre le médian et l'ulnaire, c'est déjà là où on est situé, et surtout d'avoir du fléchisseur ulnaire du carpe quand je suis sur mon nerf ulnaire, d'avoir du rond pronateur et des doigts, enfin du rond pronateur quand je suis sur mon médian. Pas que du rond pronateur, parce que la branche du rond pronateur, elle naît très, très tôt. Donc si vous avez que la pronation quand vous cherchez un médian, c'est peut-être que vous êtes que sur la branche du rond pronateur. Donc il faut vraiment avoir de l'affection des doigts du carpe et du rond pronateur. Donc c'est un chouette bloc, le bloc, médio-ulnaire. Il est pas simple, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas de relief osseux, on n'a pas de repère osseux. Tous les petits conseils que je vous ai donnés, vous seront utiles. On le voit, bien à l'échographie. Alors sur le nerf ulnaire, ça nous gêne un peu quand vous mettez l'échographe, c'est plus gênant qu'autre chose. Pour le nerf médian, ça peut être intéressant. Donc à faire, un autre nerf extrêmement intéressant à faire, c'est le nerf ulnaire à la loge de Guyon. Donc la loge de Guyon, c'est cette petite arcade osseuse, vous voyez, il y a un petit nerf qui se faufile là. Et pourquoi il est intéressant? Bah, parce que vous avez tous les intrinsèques, en dehors de l'éminence ténard, tous les intrinsèques de la main, bah, qui sont sous la dépendance de ce petit rameau nerveux. Donc vous allez étudier la main intrinsèque, donc la main en flexion métacarpo-phalangienne. Et Dieu sait que les doigts, c'est pas simple. Donc on s'affranchit des intrinsèques de la main, enfin des fléchisseurs de métacarpo-phalangienne de la main, en faisant ce petit bloc. Il est super simple, c'est, on a, l'ospiciforme, on le sent tout le temps, hein, c'est le petit os que vous sentez là. Votre ospiciforme, vous mettez sur le deuxième pli palmaire, voilà, et puis vous piquez, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'au niveau du nerf ulnaire. Par contre, vous voyez bien que l'espace, il est pas énorme à cet endroit-là, donc si vous mettez, 5 millilitres dans cet espace, vous risquez de comprimer votre nerf ulnaire. Donc vous serez très proche de votre nerf, donc il n'y a pas besoin de mettre un gros volume. Et là, ça fait partie des endroits où on se dit: «Bah, je vais mettre 1 millilitre, peut-être 2, puis après je vais m'en aller». Donc vraiment, je vous le montrerai en vidéo juste après, il est intéressant, il est pas très compliqué, il apporte des informations extrêmement précieuses sur les doigts et la main intrinsèque. Donc là, je mets tout à 0. Là, vous avez, moi, jeune, donc il y a quelques mois, qui examine une main. Et je suis avec Philippe de Normandie et Bernard Parat et je dis: «Bah, voilà, je vais essayer d'ouvrir la main et j'y arrive pas». Ils me disent: «Bah, vas-y, force petit bonhomme». Et donc moi je force et moi je lui dis quand je vois ça, le problème c'est FCP, FCS, c'est, faut foncer, faire un bloc médio-ulnaire. J'arrive à rien. Donc gardez en tête la première partie de la vidéo parce qu'après ça triche. Donc ce moment où j'essaie d'ouvrir la main et voilà, là on a vraiment ce sentiment, on a, mes doigts qui capotent et j'y arrive pas. Là, eh ben, on fait le bloc. Alors c'est sur un autre patient, hein, mais le principe est le même. Donc vous voyez, on prend l'hospiciforme, deuxième pli palmaire, on se met en dedans du fléchisseur ulnaire du carpe, donc plutôt vers l'extérieur, hein. Et tout droit, on infile à peine l'aiguille au travers de la peau qu'on y va, et puis on stimule, et puis plouch, vous tombez dessus, voilà. Et vous voyez, alors ce qui est rigolo, c'est que regardez à quel point c'est extenseur des doigts, les interosseux, hein. Donc vous voyez bien la flexion, regardez, la flexion distale qu'entraîne la stimulation des interosseux. Donc on tombe, on voit la flexion de la métacarpophalangienne, je vous le rappelle, hein, l'extension, parce qu'il s'insère sur la dossière des extenseurs, les interosseux. J'injecte mon petit millilitre et après, abracadabra,
quand on examine la main, elle est complètement ouverte. C'est-à-dire que cette main-là était une main qui était essentiellement gênée par les interosseux et le petit capotage qu'on avait là, qu'on voit plus là parce qu'on cache, mais le petit capotage était surtout articulaire. En tout cas, ce qui gênait pour l'accès à la paume de la main, c'était surtout les, intrinsèques des doigts. Ce qu'on montre là, c'est que en fait, il y a pas d'effet ténodèse du tout sur les fléchisseurs des doigts avant et c'est pour ça qu'on était parti sur enfin, Bernard et Philippe étaient partis sur les interosseux. Mais c'est vrai que ça peut être piégeur, les interosseux. Pour les doses de toxines, une fois qu'on a fait notre bloc et qu'on se dit qu'on veut y aller à faire des toxines, et bah, dans l'avant-bras, entre 100 et 200, on est toujours plutôt bien. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est, 200-300 l'épaule, 100-200, le bras, 100 au niveau de l'avant-bras et ça roule. Et là, c'est le drame.